Super, merci. Bienvenue au FRAC Lorraine. On se réunit pour une conversation autour de l'exposition Beverly Buchanan en permanence. Et je vais faire un deuxième petit détour avant qu'on commence pour excuser Samia Eni, qui malheureusement, suite à des soucis de santé, n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui. Mais je voulais quand même recontextualiser son absence, mais aussi sa venue prévue. Donc Samia Eni avait été invitée dans le cadre d'une recherche qu'elle a publiée en 2024 qui s'intéresse aux traces de l'architecture coloniale et des essais nucléaires au Sahara en Algérie par la France. Et c'est une recherche qui a été traduite début de l'année, enfin fin d'année 2025, donc on peut trouver maintenant en français. Et cette invitation faisait lien avec la partie du travail de Beverly qui se penche plus sur le monument et la question de la trace. Donc peut-être à une autre occasion, elle pourra nous partager voilà, ce travail. Mais on a la chance aujourd'hui d'être en compagnie d'Elisabeth Lebovici et Milena Acharbi. Alors, Elisabeth Lebovici, vous êtes critique et historienne d'art. Vous avez été journaliste à Libération de 1991 à 2006. Vous êtes activiste dans la lutte contre le VIH-Sida. Et vous êtes membre fondatrice du fonds de dotation LIG Lesbiennes d'intérêt général. Ligue. C'est mieux, non? Vous collaborez depuis les années 90 dans de très nombreux ouvrages, séminaires, colloques qui sont consacrés aux artistes contemporaines, au féminisme, à l'activisme et aux questions de genre et de théorie queer. Et Milena, vous êtes architecte, enseignante à l'ENSAV et doctorante en architecture au laboratoire Léa. En partenariat avec la Casa Velasquez. Vous êtes aussi commissaire d'exposition et vous avez récemment publié un livre qu'on a ici et qui est disponible dans la petite librairie au rez-de-chaussée du FRAC qui s'appelle Architecture lesbienne et qui est paru chez Shed en début de septembre 2025. Donc bienvenue à tous les deux et merci de votre présence. Merci beaucoup. Et donc on se réunit autour de l'exposition Impermanence qui présente le travail de Beverly Buchanan au FRAC Lorraine en conversation avec Hélène Yamba-Agnibi. Et Beverly Buchanan qui est une artiste, pour peut-être celles et ceux qui n'ont pas encore pu voir l'exposition, qui est née en 1940 en Caroline du Nord et qui est décédée en 2015 au Michigan aux États-Unis. C'est une artiste, souvent dans sa biographie, on peut lire qu'elle a été redécouverte dans les dernières années de sa vie par l'artiste Park MacArthur donc à New York dans le cadre de recherche pour une exposition et qui lui a ensuite consacré un livre et une exposition. Néanmoins, c'est aussi une artiste qui a occupé une place active dans une scène artistique à New York et puis plutôt en périphérie. C'est quelque chose qu'on aura peut-être l'occasion de développer plus tard. Et pour en dire un peu plus sur cette exposition, c'est une exposition qui a eu lieu d'abord dans une version en Allemagne à la Ossenwaldsee et qui va ensuite voyager à Spike Island et à la Flessol aux Pays-Bas. Et pour commencer cette conversation, en fait, sur cette question de la redécouverte et aussi de cet artiste qui a peut-être des expositions tardives par rapport à... certainement des expositions tardives plutôt dans sa carrière. Je voulais commencer par vous, Elisabeth, et vous demander comment vous aviez connu le travail de Beverly, parce que vous le connaissez bien. Oh non, je ne connais pas bien. Il faut nous excuser, on n'est pas des spécialistes de Beverly Buchanan, mais on pourra essayer de répondre aux questions. On a lu quelques ouvrages. Non, moi je voulais justement raconter cette histoire de redécouverte parce qu'elle est connue et quand même ça montre à quel point voilà, c'est toujours dément. Donc il y a cet artiste, Park MacArthur, qui fait partie d'un programme d'études indépendantes qui s'appelle le Whitney Programme, qui est donc un musée, le Whitney Museum, qui a depuis 1968 un programme qui concerne à la fois des futurs curators et puis des artistes. Et donc
c'est un programme qui est très très suivi parce que c'est à New York, parce que c'est en plein New York et parce qu'on accède comme ça au monde de l'art new-yorkais depuis ce point de vue un peu privilégié. Donc Park MacArthur est là et elle décide de faire un travail sur les artistes qui ont été refusés par la Biennale du Whitney, qui ont déposé un dossier pour participer donc à cette biennale du musée Whitney, qui a donc lieu tous les 2 ans dans ce musée à l'intérieur de New York. C'est un peu comme si, je sais pas moi, le musée d'art moderne de Paris par exemple, ou le musée Pompidou-Metz proposait tous les 2 ans une biennale, etc., avec dépose des dossiers. Et donc, elle est tombée sur le dossier de Beverly Buchanan, qui avait donc été refusé par la Biennale. Et elle a commencé à s'y intéresser. Et l'artiste n'était pas morte à l'époque, donc elle l'a rencontrée, et puis l'artiste est morte, et c'était au moment, je crois, où Park MacArthur avait donc décidé, avec une de ses coéquipières de Whitney, de faire une exposition autour de Beverly Buchanan. Ça montre aussi une condition, alors, sur mon premier propos, qui est justement la question de l'invisibilité. J'essaierai d'en parler un peu tout à l'heure, mais là on va parler des redécouvertes d'abord. Il y a quand même, c'est ça finalement le travail de l'histoire de l'art aujourd'hui, c'est de s'apercevoir qu'en fait, dans notre distinction d'un certain nombre d'artistes, il y a tous les autres qui ont été oubliés. Et on s'aperçoit toujours que ces redécouvertes viennent ouvrir des champs considérables dans lesquels d'autres vont se précipiter. Je prends un exemple. Dans les années 80, on découvre Claude Cahun, les autoportraits de Claude Cahun. Je vais aller vite. On découvre les autoportraits de Claude Cahun. C'est incroyable, qu'est-ce que c'est que cette personne qui se photographie de 90, qui se photographie dans tous les rôles, dans tous les genres, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc., etc., etc. Bon, c'est une longue histoire, mais dans les années 2010, on s'aperçoit que les années où Claude Cahun a fait ses autoportraits, disons le XXe siècle, il y a eu des tas de gens qui se sont photographiés aussi travestis. Il y a eu des tas, Marcel Duchamp, mais plein de gens. Et on se demande à la fin si le rôle de la photographier, c'est pas justement de permettre de changer de genre, de changer de rôle, au moins en photographie. Donc c'est marrant de penser comment la redécouverte d'un artiste vient ouvrir un champ de possibles. Voilà. Et alors Beverly Buchanan, elle n'était pas morte encore lorsque sa redécouverte a eu lieu, mais il y a eu plein d'artistes qui étaient morts depuis longtemps quand la redécouverte a eu lieu. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et vous personnellement, son travail son travail. Alors comment je l'ai rencontré? Je ne sais plus si c'est quelque chose que j'ai lu. Je n'ai pas vu l'exposition au musée de Pompline, mais par contre, j'ai lu un certain nombre d'articles qui, justement, redécouvraient en Géorgie les travaux de Beverly Buchanan. Et maintenant, je me souviens, à Lafayette, donc il y a un espace à Paris que j'appelle toujours Galerie Lafayette Anticipation, mais c'est juste Lafayette Anticipation, qui est un centre d'art qui a ouvert sous les égides de Lafayette Galerie. Et il y a un formidable théoricien queer et trans qui s'appelle Jacques Halberstam, qui est venu parler du collapse, qu'il appelle, c'est ce prochain livre de Jacques Halberstam, ça s'appelle Architectures of Collapse, c'est-à-dire de l'effondrement. Voilà, il veut parler de notre monde, bien sûr, il veut parler de notre monde. Et dans cette conférence, qu'il faisait sur un artiste que je détestais, qui était exposé à l'époque, j'ai oublié son nom, à Lafayette Anticipation, il a montré Park MacArthur, Beverly Buchanan, sur lequel il travaillait. Et c'est par cette conférence que j'ai eu accès pour la première fois. Ah ben, vous voyez, hein, le truc. Hein. Et je me suis pris de... j'étais complètement ébahi à la fois par les photos d'une sorte de butch absolument incroyable que je voyais avec ses frustules. J'ai adoré le nom de frustule. C'est le nom qu'elle donnait à ses sculptures. On verra ça après. Et puis j'ai été... absolument éblouie par les photos que je voyais et je me suis dit, mais c'est absolument génial. Voilà. Merci.
Et C'est un peu pour introduire la Oui. conversation, Milena. Je voulais vous demander si vous pouviez nous parler de cette recherche et de la publication, en faire une petite introduction. Bah oui. Alors, qu'est-ce que je peux dire en quelques mots sur cette recherche? Par rapport à ce que, peut-être pour rebondir un peu sur ce que disait Elisabeth, sur le fait de redécouvrir ou de découvrir quelque chose, enfin une œuvre, ou par rapport à mes études d'architecture, par exemple. Donc moi, j'ai étudié l'architecture donc j'étais à l'école d'architecture de Paris-la-Villette entre 2009 et 2013 pour voilà, c'est 5 ans d'études. Puis après, j'ai continué à l'EHESS et d'autres études ensuite. Mais en tout cas, pendant ces études d'architecture, je pense que j'ai pas eu une seule référence de femme architecte pendant mes études. Et peut-être ou peut-être une ou deux, on parlait un petit peu de Charlotte Perriand, comme ça. On parlait pas d'Eileen Gray, il me semble pas. Et même en termes d'architecture moderne, contemporaine non plus. Et puis, donc, évidemment, aucune référence d'architecte lesbienne, mais alors ça, jusqu'à même... Aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, hein, en fait. Et du coup, quand j'ai poursuivi mon parcours d'architecte, de chercheuse, et surtout d'enseignante, en fait, du fait d'enseigner dans les écoles d'architecture et de voir qu'on reproduisait encore aujourd'hui des cours d'histoire de l'architecture sans avec beaucoup de lacunes. Et en fait, c'est un peu ce que disait Elisabeth, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire, mais il y a tous les autres qui sont oubliés, et toutes les autres. Et du coup, à un moment donné, quand j'ai eu du temps, parce que j'ai eu la chance de faire une résidence à la Casa de Velasquez, j'ai eu du temps pour réfléchir à ce que j'avais envie d'apporter à ma profession et ce que j'avais aussi envie de faire pour moi-même, pour ma communauté, et par rapport au fait de faire se rencontrer mon orientation sexuelle et ma profession. Je me suis dit, en fait, j'ai envie d'ouvrir un dossier sur mon ordinateur et de commencer cette recherche sur des architectes lesbiennes qui ont construit leurs espaces, et de me poser systématiquement cette question de savoir si le fait d'être lesbienne les amène à construire, à concevoir, à habiter des espaces autrement. Et du coup, c'est un peu ce qui a été le fil rouge de ce livre, qui s'est construit par échelle de projet. Donc, au début, un chapitre sur la domesticité, sur les maisons, et puis ensuite le jardin, les terres, les espaces publics. Un peu de la même manière que j'étudie un projet d'archi, c'est-à-dire de la petite échelle à la grande échelle. Et À un moment, tu voulais faire des trucs du bouton de porte. Alors... Oui, ouais, au début, c'était de la poignée d'une porte. Merci Elisabeth. Ce qui est chouette, c'est que Elisabeth et Catherine, qui est ici, je leur ai envoyé un mail au début de ma recherche en leur disant est-ce qu'on peut discuter? Je suis en train de faire des recherches à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que peut-être que vous avez des références que je connais pas, notamment dans le petit espace, dans la poignée de porte? Parce que, en fait... il y a beaucoup d'architectes qui ont utilisé cette formule, et notamment les Italiens et la revue Casabella. C'était l'architecture, on l'étudie de la cuillère jusqu'à la ville, quoi, de la poignée d'une porte jusqu'à la ville. Et du coup, je voulais faire un peu ça pour mon projet de livre. Et en fait, c'est assez intéressant parce que quand on a fait le lancement du livre avec Elisabeth, tu m'as dit il y a beaucoup de matière, c'est très dense. Et en fait, en relisant, effectivement, c'est très dense. Il y a des... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, en fait, il y a des choses que je théorise un petit peu, et parfois, il y a juste des projets dont je veux parler pour qu'ils existent quelque part. Donc parfois, c'est juste un paragraphe sur ce projet. Donc parfois, ça peut être assez inégal. Mais l'idée, c'était d'établir un premier recueil, quoi. Voilà, un premier livre sur des projets qui ont été construits, conçus, habités, modifiés par des personnes lesbiennes, et me poser, voilà, comme je le disais, cette question. Merci. Du coup, dans les projets dont vous parlez, il y a des projets en fait de construction, mais c'est aussi des projets de vie, des projets habités, comme vous le disiez.
et où les histoires, les trajectoires personnelles viennent aussi du coup se matérialiser dans l'espace. Et c'est quelque chose dont on a parlé aussi en préparant cette conversation avec Elisabeth, cette question de l'histoire personnelle et de comment ça apparaît dans l'œuvre d'art. Vous parlez de la question de la dédicace, par exemple. Ah ouais. Mais pour parler d'abord de cette histoire de redécouverte ou pas redécouverte, pourquoi, enfin, je veux dire, c'est aussi la question de la redécouverte recoupe celle de l'invisibilité. Et ce que je t'ai dit que j'avais envie de parler de cette. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé. Quand on voit l'exposition, c'est encore plus manifeste, je trouve. Comment finalement le travail de Beverly Buchanan, on peut le voir en fonction d'une triple. Enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité. Vous savez, c'est cette triple invisibilité qui frappe le travail de Beverly Buchanan et avec lequel elle joue, je trouve, de façon assez, à mon sens, assez remarquable. La visibilité, la visibilisation de l'histoire personnelle, justement, des trajectoires, des parcours de vie particuliers des Noirs dans le sud des États-Unis, celle des lesbiennes, et puis celle aussi d'une troisième chose qui, à mon avis, est très importante à comprendre pour après comprendre les questions de dédicace, je crois. C'est une mémoire de classe, ou plutôt une mémoire qui a un rapport avec ce que beaucoup de penseurs noirs aujourd'hui pensent comme la survivance de l'esclavage et qu'ils nomment d'un terme économique qui est celui de dette. Et je pense quand vous regardez l'exposition de Beverly Buchanan, je pense qu'il est peut-être très important, par exemple, de se remémorer les mots que j'ai mis sur mon ordinateur et que je veux vous dire ici, de ce que la grande écrivaine Saidiya Hartman propose dans un livre qui s'appelle The Afterlives of Slavery, la survivance, les survivances de l'esclavage. Je vais la citer. Si l'esclavage reste un enjeu central dans la vie politique de l'Amérique noire, ce n'est pas à cause d'une obsession archaïque pour un passé révolu ou du poids d'une mémoire trop tenace. Ce n'est pas une question de nostalgie, enfin de nostalgie, d'envers de la nostalgie, du trauma, mais parce que la vie des Noirs est toujours menacée et dévalorisée par un raisonnement racial et une logique politique qui se sont enracinés il y a des siècles. C'est là l'héritage de l'esclavage, des chances inégales dans la vie, un accès limité à leur santé et l'éducation, des décès prématurés, l'incarcération, la paupérisation. C'est-à-dire que, en fait, Saidiya Hartman dit, c'est pas dans l'histoire, etc., intellectuelle qu'il faut aller chercher, c'est dans la vie matérielle des personnes qu'il faut aller chercher les traces de cette dette et cette survivance de l'esclavage qui se manifeste par la paupérisation toujours reconduite finalement des Noirs qui, quand on leur a donné la liberté, entre guillemets, quand on leur a donné la liberté, se sont immédiatement engloutis dans une dette qui n'a pas arrêté de se perpétuer. Et je trouve que le travail qu'on voit ici de Beverly Buchanan, il le manifeste de façon absolument cinglante. C'est pas du tout ce qu'elle montre, ça n'a rien de nostalgique. D'ailleurs, elle le montre de façon très vivante, très active, mais elle montre cette permanence de ce rapport de dette qu'il y a avec le fait, avec ce don de la liberté, ce don, c'est terrible de dire ça, ce don de la liberté dont l'Amérique raciste et esclavagiste les a enchaînés pour un temps considérable. Voilà, j'avais envie de dire ça. Et en fait, justement, quand la découverte pour moi de Beverly Buchanan, ça a été la lecture de pas mal de livres et pas mal de textes. Enfin, il y a quand même une assez grosse littérature déjà qui a été écrite sur Beverly Buchanan. Et puis, il y a un article quelqu'un que je connais, qui est d'ailleurs un des commissaires de la Biennale de Venise, qui s'appelle Siddhartha Mitter et qui a écrit dans le New York Times. Donc,
le trajet, pour les gens qui veulent un peu comprendre Beverly Buchanan ou connaître Beverly Buchanan, et quand ils ont les moyens et les possibilités, c'est d'aller en Géorgie, puisque en 77-78, donc Beverly Buchanan qui est venue à New York, on en parlera après, ou peut-être je peux le dire ici, donc elle s'est formée, comme elle le dit dans la vidéo, sa famille voulait qu'elle soit médecin, bon, elle a fait des études médicales, et puis elle a commencé à exercer en tant qu'officier de santé, elle a fait de l'éducation, de l'éducation sexuelle notamment, voilà, assez longtemps, et en même temps elle n'avait pas du tout envie de faire ça, elle avait envie d'être peintre. Et donc l'histoire raconte qu'elle connaît un artiste noir qui s'appelle Romare Bearden, dont elle va devenir, qui va devenir un peu son mentor, et puis un autre peintre qui s'appelle Norman Lewis, qu'elle raconte qu'elle suit aux toilettes un jour pendant un concert de Dizzy Gillespie, donc elle le suit aux toilettes pour lui demander, pour lui exprimer son admiration, et il veut bien aussi être son deuxième mentor. Donc elle se met tout de suite à peindre. Et puis elle commence à montrer son travail, elle commence à faire de la sculpture, de la peinture, puis de la sculpture, et puis donc en 77-78, elle décide de partir dans le sud des États-Unis, en Géorgie, d'abord à Mâcon, et puis à Athènes. Vous savez, il y a vraiment des volumes et des volumes à faire sur les noms de villes aux États-Unis qui sont des noms de villes européennes. Donc elle décide de partir à Mâcon et elle va donc s'établir à Mâcon. Et pourquoi je parlais de ça? On parlait d'abord de la question du Ah oui, alors Siddhartha. Et donc le voyage habituel quand on veut connaître un peu Beverly Buchanan, c'est d'aller en Géorgie pour voir donc les œuvres qu'elle a laissées. Et ces œuvres sont très nombreuses dans le sud américain, et notamment il y a, je crois qu'il y a une photo dans l'exposition, une ou deux photos. Il y a donc ces fameuses ruines des marais, les marsh ruins, c'est ça, les ruines des marécages ou des marais, qui ont donc été vues comme une sorte de commémoration de l'événement qui s'appelle Igbo Landing, qui a eu lieu en 1803, où donc un groupe d'Africains réduits en esclavage a décidé de marcher dans l'eau et de se mourir, de se sacrifier, plutôt que d'être maintenus sur terre, plutôt que de vivre donc à genoux. Et donc cette histoire serait ce que commémore ces pierres qu'elle a fabriquées pour Ingo Landing. Donc Siddhartha Mitter se rend à Ingo Landing, voir ces œuvres de Beverly Buchanan, et il dit c'est extraordinaire parce qu'on n'arrive pas à les voir. D'abord, on ne sait pas où sont ces œuvres, puisque ce sont des pierres et qu'elles sont parmi les pierres. En fait, elles sont fabriquées en béton, mais elles sont parmi les pierres, elles sont peintes, mais on ne voit pas. Et au début, on les confond. Et il dit cette phrase magnifique, il dit « They are hiding in plain sight ». C'est une expression américaine qui est très souvent utilisée, qui veut dire un truc assez... Ça veut dire être invisible au su et au vu. Elle se cache au su et au vu de tout le monde. Et moi, je trouve ça magnifique, cette expression, parce que pour moi, c'est ça, l'invisibilité. Des lesbiennes, des noirs, de la dette, c'est-à-dire que ça se cache en pleine vue. C'est donc cette idée d'une invisibilité qui est tellement invisible qu'elle est incroyablement visible, ou qui est tellement visible qu'elle est invisible. Vous voyez, c'est cette ambiguïté, je trouve, dont je sens qu'elle caractérise mon histoire. Quand on parle de redécouverte et de disparition, je préférerais qu'on parle de hiding in plain sight, moi, personnellement. Parce que je pense que c'est dans le paradoxe d'être caché, mais vu. Hiding, ça veut dire caché, et sight, ça veut dire vu. Et faire se correspondre dans une même expression commune, tout le monde dit ça, c'est un truc, se cacher aussi au vu de tout le monde, cacher la vue. Et cacher et vu, je crois que c'est exactement ce qui caractérise cette invisibilité, notre invisibilité des lesbiennes, et en particulier. C'est-à-dire,
être caché, vivre caché, être caché parfois, mais en même temps être capable de se reconnaître. Ou être caché mais être là. Voilà. Toutes ces paradoxes qui peuvent se passer entre être invisible et être visible, je pense que c'est là que tout d'un coup se niche quelque chose qui me paraît important à comprendre, si on veut peut-être un peu comprendre le travail de Beverly Buchanan, et si on veut peut-être aussi comprendre comment fonctionne l'histoire. Peut-être, je ne sais pas. Hein, voilà, ça j'avais envie de dire ça parce que je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse réfléchir tous ensemble là-dessus et savoir si vous aviez peut-être des trucs personnels. Moi je veux bien raconter un truc personnel. Catherine connaît ça très bien. Il se trouve que... Non, mais je vais vous raconter l'histoire de mes dessins, parce que c'est exactement ça. Alors, quand j'étais petite, j'adorais dessiner. Avant de commencer à avoir des vrais cours de dessin à l'école, bon, j'adorais dessiner. Et donc, je dessinais énormément, je dessinais tous les matins. Mon père se levait très tôt, donc j'allais dessiner. Là où mon père travaillait, j'allais dessiner, je faisais des dessins. Et voilà. Et c'est devenu un truc un peu mythique, puisque je me suis demandé... Et d'ailleurs, j'en suis sûre que je suis devenue critique d'art, je me suis intéressée à l'art, parce qu'il y avait ça qui est resté complètement enfoui. Et il se trouve que mes parents étaient très fiers probablement de mes dessins et qu'ils les ont gardés. Et quand ils sont morts, je les ai retrouvés dans leur appartement. Et donc, je les ai mis dans une vieille chemise, il y avait quand même une boîte énorme de ces dessins, donc j'avais fait entre 5 et 7 ans, 9, 8, 9 ans, je ne sais pas. Non, même plus tôt. Et un jour, je me suis dit, mais il faudrait quand même que je regarde mes dessins. Voilà, moi qui m'intéresse aux productions autodidactes, on ne sait jamais, etc. Peut-être dans une petite exposition, je peux peut-être en rajouter, etc. Et j'ouvre mes dessins et je m'aperçois qu'en fait, c'était des dessins toujours les mêmes, tous les mêmes. C'est-à-dire que j'ai fait des centaines et des centaines de dessins qui étaient exactement la même chose. Et c'était des cow-boys à cheval qui pourchassaient des bandits. Des Indiens, tu l'as choisi, c'est des... Non, je disais justement pas des Indiens, des bandits. Et en fait, ça m'a désespérée. Ça m'a totalement désespérée. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ça racontait probablement l'histoire de ma famille, hein, qui avait disparu, qui avait disparu, dont beaucoup avaient été exterminés dans les camps d'extermination, mais que je ne connaissais pas cette histoire. Et donc il y avait quelque chose qui se cachait à la vue. Pour moi, c'est ça, cette question-là, que peut-être le travail de Buchanan manifeste dans son impermanence, parce que impermanence, ça veut dire ça aussi pour moi. C'est-à-dire que c'est à la fois permanent et impermanent. C'est-à-dire que dans cette impermanence, peut-être ce qu'aurait dit Samia Eni sur les traces, c'est-à-dire que plus les traces s'effacent, plus elles sont visibles, évidemment. Voilà. C'est ça que j'essaye de dire. C'est-à-dire que parfois, il ne faut pas s'arrêter à la première vision. On se dit peut-être que plus les pierres s'abîment, et plus elles sont éphémères, et plus elles deviennent des vraies pierres, et plus elles deviennent donc absolument indiscernables des autres, plus elles sont visibles. Bon, voilà. Sur cet élément un peu singulier de la biographie de Beverly, qui est singulier dans une carrière d'artiste que tu mentionnais, ce fait qu'elle soit repartie vivre en Géorgie, c'est un choix qui, parce qu'il est personnel, on n'est pas exactement sûr de quoi il est fait, mais cette question aussi de l'éloignement, de la ruralité, c'est un mouvement qu'on retrouve beaucoup dans ton livre, Nina, du déplacement vers la ruralité, notamment des femmes dont tu parles, et aussi pour la construction des communautés en milieu rural. Et c'est tout un chapitre de ton livre sur cette question de la terre. Et je m'en assis en écho à ce que vient de partager Elisabeth. Tu voyais des similarités dans peut-être je ne sais pas si stratégie c'est le bon mot, parce que c'est un peu guerrier comme terme. Non.
Bah, déjà par rapport à ce que... Enfin déjà peut-être que je vais rebondir un tout petit peu sur ce que dit Elisabeth, parce qu'il y a deux choses auxquelles ça me fait penser. Et effectivement, enfin, tu parles à la fois de l'histoire des personnes noires, racisées, mais aussi des lesbiennes et de cette ambivalence entre l'invisibilité et le besoin de se révéler, de s'affirmer aussi. Et du coup, ça me fait penser à deux choses. La première, par rapport aux traces, c'est qu'il y a une trace derrière la trace aussi, et que j'ai trouvé plusieurs projets. Dans le livre, je fais un effort pour à chaque fois... Enfin, c'est pas un effort, c'est plutôt simplement le fait de jamais essentialiser le fait qu'une architecture est lesbienne. Voilà, bah, en fait, non, il n'y a pas une architecture lesbienne, mais il y en a une infinité, mais c'est simplement la manière de les regarder toutes. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient, plusieurs motifs qui reviennent de manière récurrente, et un des motifs a été que ce rapport à la terre, ce rapport à la propriété foncière, il est remis en question par les lesbiennes au moment où certaines se rendent compte que sur la terre qu'elles ont elles-mêmes habitée, il y avait avant d'autres personnes qui ont habité là. Et donc, elles décident de redonner cette terre aux personnes qui étaient là avant. Par exemple, je pense notamment au collectif Women Share, dont un livre a été réédité là récemment qui s'appelle Country Lesbians. Donc c'est 4 femmes qui s'établissent sur une terre, au collectif, aux États-Unis, qui créent ce collectif qui s'appelle Women Share dans les années 70, en 1972. D'ailleurs, c'est la première terre lesbienne. Et en fait, aujourd'hui, ces femmes ont décidé de rendre cette terre aux natifs indiens queer, enfin du coup à des personnes queer, qui étaient là avant elles. Et du coup, ça c'est quelque chose que j'avais jamais rencontré avant dans des projets d'architecture ou dans des projets fonciers de manière générale. C'est peut-être que les lesbiennes ont un rapport à la propriété, à la fragilité. Elles laissent leur maison s'écrouler, se détruire. Elles laissent leur cabane devenir poussière. La fragilité qu'on peut voir dans les œuvres de Beverly, on la retrouve aussi. Bon, on plante une vis, un clou, mais il est un peu mal planté, et puis c'est pas grave si ça tombe à un moment, et c'est pas grave de rendre cette terre. Enfin, je veux dire, on fait ce projet. Le projet de rendre cette terre fait partie du projet lesbien d'une certaine manière, mais il n'y a pas qu'elle, c'est-à-dire que j'en ai trouvé d'autres, des projets comme ça, de décider qu'en fait un projet, à un moment donné, cette maison serait donnée pour faire un projet de maison refuge, par exemple, ou une artiste jamaïcaine qui s'appelle Stacey Hanchin qui décide d'acheter une terre en Jamaïque pour construire une maison pour les personnes queer sur une terre qui avait appartenu avant à un esclavagiste. Voilà, et donc du coup, cette manière de révéler aussi la trace d'avant ou de redonner aux autres et de changer un peu ce rapport capitaliste qu'on a à la propriété foncière, ça j'ai trouvé que c'était intéressant et c'était quelque chose que j'avais peu rencontré aussi dans des projets d'architecture. Voilà, donc ça me fait penser à ce que tu dis par rapport à la trace. C'est vachement intéressant. Voilà. Elle dit, parce que cette question, on touche à des trucs très... enfin, la question de la réhabilitation, par exemple. Beverly Buchanan, c'est pas du tout, elle ne fait pas de la réhabilitation de cabanes, elle ne fait pas de la réhabilitation architecturale. Une petite citation, je la cite. « Mon intérêt pour les murs porte sur le concept des murs urbains à différents stades de délabrement. Les murs en tant qu'élément d'un paysage. Souvent, lorsque les bâtiments sont en cours de démolition, un ou deux éléments structurels se détachent qui autrement n'auraient jamais été créés. Cet état de démolition présente un nouveau type de système structurel, artificiel, qui en soi, dans son état intact, n'existerait pas. » C'est intéressant. Ces rebuts ou ces tas de gravats peuvent être rassemblés pour former de nouveaux systèmes. Ces nouveaux systèmes sont pour moi des déclarations très personnelles. Hein. Donc là, on revient dans notre machin. Ils s'inspirent des ruines urbaines, mais sont créés par moi, à mon image, en béton et peints d'une peinture sombre. À première vue, ils semblent noirs. L'un de mes rêves, placer des fragments dans des hautes herbes, là où se dressait autrefois une maison, mais aujourd'hui, il ne reste plus que des briques de la cheminée.
Elle dit ça vers 78. Donc voilà, cette idée de s'inscrire dans des cycles, mais où il n'y a pas de réhabilitation possible. Et ça, je trouve ça vachement contemporain. Absolument, mais en tout cas, ce que je disais là, c'est complètement en lien avec cette citation. Je pense que c'est aussi en lien avec le travail de Samia Eni, qui est de redécouvrir ce qu'il y avait avant. Par rapport, alors une autre mini digression par rapport à révéler l'invisible. Voilà, il y a un motif dont j'ai beaucoup parlé pendant ma recherche, c'est le motif du trait d'union, qui est alors là clairement un dispositif que j'ai retrouvé à plusieurs reprises, mais qui a vraiment été théorisé par Nathalie Barnet et Roman Brooks, qui se sont construits cette villa qui s'appelle la Villa Trait d'Union, qui en fait, à partir du moment où on sort des modes relationnels hétéropatriarcaux, on peut s'affranchir de ces modèles-là et se dire qu'on ne va pas forcément habiter ensemble. Et elles étaient ensemble, elles sont restées ensemble toute leur vie. Mais Nathalie Barnet avait envie d'avoir des relations extra-conjugales. Et donc, elles ont décidé de construire cette maison. Donc 2 maisons séparées, reliées par une salle à manger commune qui s'appelait le Trait d'Union. Et du coup, ça permet de à la fois se révéler, d'affirmer voilà, qu'on ne vit pas ensemble, mais aussi de se cacher d'une certaine manière parce qu'on ne vit pas ensemble. Donc c'est aussi une manière de... Pas pour Nathalie, pas forcément pour elle, mais en tout cas, ce motif-là que j'ai retrouvé dans plein de configurations différentes. Par exemple, il y avait 2 médecins qui avaient décidé de vivre ensemble parce qu'elles étaient ensemble, qui se cachaient à la fois derrière leur cabinet médical au rez-de-chaussée, mais à la fois derrière 4 chambres à l'étage, dont les 2 leurs, reliées par un dressing en commun, pour aussi brouiller les pistes. Voilà. Moi, j'adore tous ces jeux de pistes. Non, voilà, il y a beaucoup de jeux de pistes qui se cachent derrière ce trait d'union que j'ai un peu théorisé dans mon bouquin, mais qui est l'idée à la fois d'être un dispositif ambivalent, de permettre de se révéler, mais aussi de se dissimuler. Donc ça parle aussi de ce que tu racontes. Voilà. Caché en pleine vue. Voilà, caché en pleine vue, absolument. Se cacher, mais on habite ensemble, mais bon, pour le monde, on est caché quand même. Et par rapport à la ruralité, je reviens à la ruralité et aux cabanes, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée. En effet, donc il y a tout un chapitre que j'ai écrit sur les terres lesbiennes. Donc c'est un phénomène de femmes qui décident de se séparer. Donc c'est des séparatistes dans les années 70 qui vont vivre à la campagne, mais vraiment qui achètent des terrains qui sont peu chers, qui commencent en Oregon et qui ensuite se dispersent dans tous les États-Unis. Et donc souvent c'est des terrains qui ont appartenu à des natifs, mais c'est aussi des terrains des terres qui ont été surexploitées par l'exploitation du bois, des forêts, d'ailleurs dont parle une autre autrice que j'adore qui s'appelle Anna Tsing dans Le champignon de la fin du monde. Et donc en fait ce qui est très intéressant avec ces terres, c'est que ces femmes qui ont peu de moyens s'établissent dans un mouvement qui s'appelle le Back to the Land, le retour à la terre, pour construire des communautés, des petits mondes en dehors sans les hommes, loin des hommes. Et donc elles construisent notamment des cabanes, beaucoup de cabanes, et elles vont récupérer quasiment l'intégralité de leurs matériaux dans des décharges à ciel ouvert. Donc souvent, et ça m'a fait penser à ce que Beverly racontait par rapport aux portes, par rapport aux éléments de récupération, c'est que souvent elles conçoivent leur plan au fur et à mesure qu'elles trouvent des objets dans ces décharges. Et donc, c'est une logique de réemploi qui est assez intéressante, c'est-à-dire on va trouver une porte qui fait cette taille-là, et bien en fait on va concevoir le plan à l'échelle de cette porte. Et donc par exemple, une fois je rentre dans une cabane avec quelqu'un et la porte est toute petite, et en fait cette personne me dit bah oui, à ce moment-là on avait trouvé une toute petite porte et du coup on a décidé de la laisser comme ça, donc on doit se baisser pour rentrer dans la maison. Et du coup ces maisons qui sont construites de bricolage, d'objets de récupération, de déchets, de matériaux, de bois par exemple jamais coupés mais toujours ramassés,
Enfin, il y a une logique aussi écologique par rapport à ces constructions, sont très fragiles. Et du coup, les personnes que j'ai interrogées m'ont dit, si jamais on n'avait pas rafistolé ces maisons toute notre vie, elles ne tiendraient plus debout. Et c'est un peu ce qu'on ressent avec les maisons de Beverly aussi dans l'exposition, c'est que si on passe pas, personnes qui travaillent dans des musées, dans des galeries, etc., notre temps à les rafistoler, elles tomberaient parce qu'elles sont attachées par quasiment rien. Et donc j'ai vraiment ressenti ce sentiment de fragilité par rapport à ces architectures. Ouais. Ce qui est frappant dans ces maisons, ici on voit des éléments de mobilier ainsi que des maisons, mais les maisons qui sont dessinées aussi. Hein. Moi c'est plutôt celle-là c'est celle-là dont j'aurais envie de parler, les cabanes qu'elle dessine. C'est d'ailleurs dans la vidéo on voit bien comment ça participe d'un projet. Elle commence par faire le cadre de la maison, etc. Mais aussi c'est accompagné de tout un travail presque anthropologique, hein, où elle va vraiment parler avec la personne qui est là, avec la femme qui est là. Alors là encore, les exégètes disent que en fait, elle privilégie des sujets qui sont des femmes qui vivent seules, des vieilles femmes noires qui vivent seules dans les maisons. Donc ça participe peut-être pas de ton projet d'architecture lesbienne, mais quand même, c'est des maisons où ce sont des femmes vieilles, seules, qui vivent là et qu'elles occupent. Et on voit assez bien dans l'exposition comment Beverly Buchanan ne fabrique pas qu'une cabane. Elle fabrique une cabane qui d'ailleurs n'a pas souvent grand-chose à voir finalement avec les maisons qu'elle photographie, mais c'est accompagné d'un travail d'investigation, d'enquête, on pourrait dire, de recueil, d'histoire, qui permet de comprendre aussi l'histoire des femmes noires du Sud américain, survivantes, là encore, héritières des survivances de l'esclavage, ce que c'est que cette vie. Et ce que je trouve, moi, absolument incroyable dans ces dessins de maison, c'est qu'en fait, on ne voit jamais que l'extérieur, d'ailleurs d'autres l'ont dit, on ne voit jamais que l'extérieur, la couleur des maisons, et il y a vraiment tellement de traits de crayon qu'on voit qu'elle n'a pas ouvert le truc, quoi. On ne peut rien voir de l'intérieur de ces maisons, comment c'était meublé, ce qu'il y avait comme choses au mur, qu'est-ce qu'il y avait comme mobilier, qu'est-ce qu'il y avait comme vaisselle, comment on dormait, etc. Il n'y a rien de tout cela. Et ça, c'est laissé à l'imagination. Et je pense aussi que ce qui peuple l'intérieur des maisons, c'est cette tentative d'abord de dire que l'intériorité des personnes ne doit pas être touchée, finalement, par des spectatrices. Finalement, qu'il faut laisser aux gens leur intériorité et qu'on n'a rien à voir là-dedans. On n'a pas à la donner comme ça. Mais la deuxième chose, c'est que ce qui peuple l'intérieur finalement des maisons, c'est ce qu'elle nous a donné à entendre, à lire, à voir, etc., c'est-à-dire l'histoire de ces gens. Et c'est en ça où tout d'un coup, on peut voir qu'il y a des milliards de façons de commémorer. Notre monde occidental capitaliste, européen blanc, cis, fait des statues, des monuments, etc., en dur, qui sont censés durer. Et là, il y a une façon aussi de penser la vie des gens, peut-être aussi de rendre hommage à la vie des gens, qui consiste à la donner à imaginer, finalement, à la donner comme quelque chose à quoi on n'aura jamais accès, mais qui est là. Et c'est aussi une façon de penser des anti-monuments, je trouve, d'une façon tellement belle. Je suis vraiment sensible à ça. Dans la salle où il y a aussi donc, cette cabane, alors celle-là, elle est ouverte justement, mais il y a aussi ce lit, ces éléments de mobilier. Il y a quand même aussi cette idée de... Il y a ces petites fiches qui sont au mur et on voit bien que c'est lié à des histoires particulières et pas des usages particuliers, mais plutôt des histoires particulières. C'est plutôt les gens dont elle va parler et pas tellement la façon dont ils se servent des dieux. J'ai pas trouvé, je sais pas si toi, Fanny, tu es d'accord. Alors ça, c'est très intéressant par rapport à une conception anthropologique traditionnelle où effectivement, on va savoir comment les gens... Par exemple, il y a l'inventaire des monuments historiques et des richesses, je ne sais pas quoi, de la France, qui a été créé par André Malraux. En fait, chaque objet qu'on trouve dans la maison des gens, je ne sais pas s'il y en a un ici, j'imagine, à Metz, en Lorraine, il y a un inventaire.
des monuments artistiques et des richesses historiques de la France. Bon, avec des conservateurs et tout ça. Et si je me souviens bien, quand ils ont fait leur vocabulaire il y a 30 ans, leur idée, c'était de définir chaque chose par son usage. Donc, verre à pied qui sert à boire de l'eau, etc. Bon. Et là, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est plutôt la vie. C'est plutôt la vie des gens, effectivement, et de leur oppression aussi, hein, mais aussi de leur vie. Et je trouve ça, et elle les nomme à chaque fois. Alors ça m'intéresse beaucoup. Elle les nomme. Donc il y a effectivement cette idée qu'il faut garder les noms propres, il faut aussi garder un certain nombre de traces de l'identité de ces personnes pour pouvoir s'en souvenir. Et c'est aussi quelque chose dont tu parles dans le livre, cette question de l'accès, de la mise à distance par aussi souci de protection, ou en tout cas de sécurité, et en même temps de la nécessité de documenter. Dans les communautés dont tu parles, il y a beaucoup de production d'éphéméras. Tu parles de zines, de photos. Il y a aussi la mention à un moment d'un livre qui, j'avais noté la référence. Le Woman Carpentry Oui, Book. voilà, qui documente justement ces vies et les constructions en lien avec les personnes qui les ont habitées. Et je trouve que, en fait, il y a tellement de motifs assez étonnants qui peuvent être mis en parallèle, parce que c'est pas du tout la même chose, mais qui peuvent être mis en parallèle justement dans ces actions-là et avec ce que tu décris, Elisabeth. Bah oui, en fait, c'est vrai que quand tu parles du travail de Beverly, il y a beaucoup de choses qui résonnent, et je pense notamment à 2 livres qui m'ont beaucoup marqué, sur lesquels je suis un peu en train de travailler en ce moment. C'est Little Houses on Women's Land de T.A. Corinne. Donc ce livre-là, il se trouve d'ailleurs sur Internet Archive. Il est magnifique. En fait, c'est assez intéressant. T.A. Corinne, donc c'est une femme, une photographe qui a beaucoup photographié les terres lesbiennes et qui a vécu. Alors, pas sur. Ouais, vas-y. Est-ce que je peux dire un truc? Oui. Peut-être vous avez vu dans les librairies, parce qu'il est souvent vendu dans les librairies féministes, elle a fait The Cunt Coloring Book. Ouais. Voilà. Et Elisabeth connaît sûrement beaucoup mieux la vie de T. Corinne que moi, mais en tout cas, elle a fait ce livre que là, pour le coup, je l'ai pas mal lu, qui est magnifique. Et en fait, elle explique dans ce livre, donc elle l'écrit en 2002 ou 2001, je sais plus. Donc aujourd'hui, on est dans un moment où ces terres qui ont été créées dans les années 70 par des femmes qui vont bientôt, qui sont pour certaines déjà décédées, mais d'autres qui sont relativement vieilles et qui peuvent plus forcément habiter dans ces endroits-là, parce que c'est quand même assez rude d'habiter sur une terre sans forcément beaucoup d'électricité ou d'accès à l'eau facile. Et du coup, il y a toute une réflexion sur aujourd'hui la transmission. Mais bon. Et donc du coup, T. Corinne, en 2000, se dit je vais documenter les architectures qui ont été construites sur ces terres, parce qu'elle dit, moi, dans les livres d'histoire de l'architecture, je n'ai jamais vu d'aussi petites maisons construites par des femmes, parce qu'en fait, juste, elles n'y figurent pas, et moi, je vais quand même faire ce livre pour faire figurer tous ces projets que je trouve magnifiques, qui ont été construits par toutes ces femmes, que j'ai côtoyées, dont j'ai participé à la construction, etc. Et donc du coup, elle va faire un tour donc dans les années 2000 des terres qu'elle a côtoyées, des maisons qu'elle a construites ou dont elle connaît les histoires. Et elle fait une espèce de répertoire de ces maisons, mais pas que des maisons, aussi de la cabane pour aller faire ses besoins, de la cuisine extérieure, voilà, de tous les éléments architecturaux qui ont été construits et qui sont présents sur ces terres. Et en fait, la manière d'écrire ce livre, c'est pas faire une histoire de l'architecture classique, c'est raconter l'histoire de ces femmes, en fait. Raconter l'histoire de ces femmes, raconter les chants qu'elles ont chantés pendant qu'elles construisaient les maisons, raconter les pique-niques qu'elles ont fait pendant qu'elles étaient en train de construire les maisons, raconter des anecdotes. Dans ce livre, il y a leurs échanges d'emails qui sont super beaux. Et en fait, raconter cette histoire qui est très vivante, raconter aussi l'histoire des relations qui ont été possibles grâce à la construction de ces cabanes, parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'elles se construisaient des cabanes pour elles seules,
mais ça leur permettait d'avoir des relations multiples, des relations amoureuses multiples. C'était aussi une manière de redéfinir la relation amoureuse que d'avoir cette cellule individuelle. Et il y avait parfois une cabane dans laquelle elles se retrouvaient à plusieurs, mais elles, en tout cas, chacune avait sa cabane. Et d'ailleurs, souvent, la cabane portait le nom d'une personne, ou le nom, ou un autre nom. Et voilà. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça très beau, c'est que par rapport à un livre d'histoire, enfin, d'architecture classique, où on va raconter voilà, les matériaux qui ont été utilisés, parfois un peu une petite anecdote, mais bon, pas grand-chose, mais souvent, c'est... des principes architecturaux, des principes constructifs. Là, on raconte quasiment pas l'architecture, mais on raconte l'histoire, le processus. Et donc, il y a vraiment une architecture du processus qui apparaît dans ces terres et dans la construction de ces cabanes, qu'on peut aussi retrouver dans le travail de Beverly et dans la manière dont elle en parle pendant qu'elle est en train de les construire, la manière dont elle parle aussi à ces cabanes. Je trouvais ça très beau. Oui. Et l'autre livre donc, auquel tu fais référence, c'est The Building Carpentry Book. Donc en fait, c'est ces femmes sur les terres lesbiennes qui ont construit leur propre maison, qui sont ensuite devenues, pour certaines charpentières, ont décidé de consigner dans un livre des méthodes de construction ou de fabriquer un livre qui serait accessible aux femmes pour qu'elles-mêmes puissent construire leur propre maison seules. Et dans ce livre aussi, il n'y a que des histoires en fait, de maisons. Il n'y a pas... Enfin voilà, c'est pas un livre... C'est un livre qu'on peut lire comme un roman. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. C'est une manière de se réapproprier des outils, des matériaux, des architectures et l'histoire de l'architecture aussi. Et voilà, ça fait écho à ce que tu dis aussi, je pense. Mais alors, puisque tu penses aux charpentières, il se trouve on en a connu une, on en connaît bien une, qui fut charpentière, que tu connais, et qui vit en France maintenant. Et il y a un film qui est fait sur une de ces compagnies de charpentières, femmes, donc, que le féminisme a engagé à devenir charpentière et qui, en fait, se sont érigées contre toute cette industrie, l'industrie du bricolage, etc., qui, jusqu'aux années 70 et encore aujourd'hui, était absolument réservée aux hommes, même dans la taille des outils, dans la façon de pouvoir les sortir du truc de bricolage, etc. Tout était fait pour des hommes, absolument pas. Il n'y avait aucune préoccupation, effectivement, autre que complètement normale, ces normes masculines. Et de voir comment elles se saisissent de ces outils pour fabriquer, parce que c'est spécifiquement en Californie, et on voit aussi comment, spécifiquement en Géorgie, il y a probablement ces cabanes, mais c'est aussi spécifique à des lieux, hein. La Californie, qui est un endroit où il y a beaucoup de tremblements de terre, etc., les charpentes, il faut fabriquer des maisons en bois. Donc, effectivement, elles sont charpentières parce que c'est comme ça qu'on se construit les maisons. Donc, voilà. Et là aussi, on peut voir en Géorgie cette utilisation du bois de récupération, etc., etc. Alors que, quand elle est à New York, Beverly Buchanan, elle utilise, et elle continue après d'utiliser le béton, quand même, aussi. Puisque tout ce qu'elle fabrique, alors c'est aussi marrant, le béton qu'elle utilise pour ses monuments en Géorgie, ces monuments donc, qui sont là mais qu'on ne voit pas toujours, c'est du tamis, si je me souviens bien. C'est un béton particulier qui est fabriqué justement sur place, qui aurait été soi-disant importé par une vague de colonisateurs espagnols qui l'auraient laissé en Amérique, qui aurait après été réutilisé justement par les esclaves, les personnes réduites en esclavage, pour la construction de leur propre, de leur lieu, de leur lieu, qui est fait avec du coquillage. C'est du béton qui est fait avec du sable et beaucoup des coquillages qu'on peut trouver là-bas et qui donc aurait cette caractéristique particulière d'être effectivement très granuleuse, hein, si j'ai bien compris. Et puis après, il est peint. Donc, là aussi, ça raconte plein d'histoires. C'est intéressant de voir à quel point les matériaux peuvent charrier aussi des histoires extrêmement complexes. Mais voilà, c'était aussi de dire, le manuel de carpentry, c'est aussi des manuels sur un lieu particulier, une façon de fabriquer particulière et des possibilités de transmission. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plusieurs charpentières du groupe des Seven Sisters, dont Tirza que vous connaissez, mais aussi Jean O'Malley, sa collègue, et voilà, toutes ces femmes que j'ai... Et par rapport
par rapport à l'oubli, à l'archive et tout ça, parce que pour aussi en revenir à la nécessité de documenter, moi j'ai trouvé que quand même ces personnes-là avaient la conscience au moment où elles étaient en train de construire, ou au moment où elles étaient en train de faire, qu'il fallait qu'elles documentent absolument. Donc il y a énormément de fanzines, de livres, de choses il y avait même un endroit sur une de ces terres qui s'appelait la Grange Nathalie Barnet, qui était un endroit où elle développait les photos, où elle faisait des magazines. Il y avait il y avait toutes sortes de magazines, de Lesbian Connection, Country Lesbians, enfin je me rappelle plus de tous les noms, mais c'était assez dingue et ça circulait comme ça. Et c'est comme ça aussi que, en fait, il y a eu beaucoup d'échanges entre la France et les États-Unis, parce que Françoise Flamand, donc, qui est la personne qui a fait Raising the Roof, donc le documentaire sur ces charpentières, et qui a ensuite rencontré une de ces charpentières, a connu ces charpentières grâce à ces échanges qu'il y avait entre la France et les États-Unis. Et il y a une blague lesbienne assez marrante que j'ai découverte pendant la recherche, qui est combien de lesbiennes faut-il pour changer une ampoule? Il en faut 3. La réponse est il en faut 3. Une pour changer une pour dévisser l'ampoule et la changer, une pour organiser un potluck, et la troisième pour écrire un fanzine sur le fait de changer l'ampoule. Alors, finalement, le trait lesbien de Beverly Buchanan, c'est les fanzines. Oui. Parce qu'elle en a fait beaucoup aussi. Hein. Plein. Il y en a là, ici, on peut les faire circuler. On a des petites reproductions. C'est quelques facsimilés qui ont été faits à l'occasion de l'exposition, mais effectivement, il y a énormément. d'archives. Ouais. Et c'est ça qui est assez génial, parce que c'est des fanzines qui documentent aussi les maisons. Il y en a plein. Il y en avait. Alors, il y a eu cette exposition incroyable il y a 2-3 ans au Brooklyn Museum of Art, qui était sur comment la culture do it yourself, c'est-à-dire la culture des fanzines, des tracts, mais surtout des fanzines, etc., a été finalement ce tournant de la contre-culture queer des années 80-90. Et alors, il y avait plein de choses, et de la culture jeune, enfin tout ce qu'on veut. Et alors, il y avait des fanzines de Beverly Buchanan. Alors, il y en a des très marrants, il y en a 2 qui sont Comment rentrer dans une galerie, celui que vous avez là, How to Survive. Alors, il y a ce moment incroyable où elle dit, j'avais pris ça en citation aussi, donc, vous arrivez dans une galerie, vous vous présentez au comptoir, on va très bien vous recevoir pour vous mettre immédiatement à la porte. Ou alors, il y a celui qui est montré à Venise, à la Biennale de Venise, qui est la condition d'artiste. Il est là, il est très beau. Et à Venise, à la Biennale de Venise, il est montré à la Biennale de Venise avec donc une sélection d'œuvres de Beverly Buchanan. Et alors, moi, il y en a 2 qui m'ont beaucoup... qui sont, les artistes peuvent tracer des lignes droites. Évidemment, la personne qui trace des lignes, elles font absolument comme ça. Voilà. Et l'autre, c'est les artistes ont des très mauvaises dents parce qu'ils les vendent pour pouvoir récupérer l'argent, etc., parce qu'ils sont complètement fauchés. Enfin voilà. Donc elle avait une très haute opinion du monde de l'art. Mais elle a exposé elle a vraiment continué, elle a exposé tout à fait normalement dans le système des galeries. Elle était très aimée par une galeriste absolument formidable qui s'appelait Betty Parsons. Elle était une très importante galeriste, lesbienne aussi, et l'assistant de cette galerie a monté une galerie et il l'a exposée. Et il se trouve qu'elle ne vendait rien. Et elle se plaignait amèrement de ne rien vendre. Enfin, le monde de l'art, il est quand même là. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'on s'intéresse aujourd'hui beaucoup aux artistes autodidactes, aux artistes outsiders, comme on dit, etc. Il y a toute une catégorisation aujourd'hui d'artistes qui ne seraient pas passés par le circuit, qui serait très valorisant finalement pour une sorte de surcroît d'authenticité, etc. C'est pas du tout son cas, quoi. Je veux dire, elle est aussi inscrite dans un monde de l'art, en particulier new-yorkais,
mais ça ne l'empêche pas de s'en éloigner et ça ne l'empêche pas de pas vendre. Voilà. Comme on approche les 1 heure à peu près de conversation, Moi j'ai encore plein de trucs à dire. Je vais vous proposer de, si quelqu'un a Une question, pause. peut-être. On va repartir. Voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a une question ou envie de partager quelque chose dans la conversation? Moi, j'ai quelques petites notes qui réagissent aussi, qui sont finalement des questions qui peuvent ouvrir à la suite. Mais il y avait plusieurs sujets, effectivement. Le fait que le processus soit aussi important que le résultat chez Beverly, c'est vraiment la base. Et il y a cette question du fantôme aussi qui reste dans ces pièces. Ces sculptures, elle les a vraiment présentées comme des portraits. Hein. C'est-à-dire que pour moi, ça ne me choquait pas qu'on voit l'intérieur parce que quand on fait le portrait de quelqu'un, on voit aussi l'extérieur. Et c'était vraiment en adéquation avec ça. Et au bout d'un moment, elle s'est dit, c'est pas que des portraits, ces sculptures, c'est aussi des hommages à toutes ces personnes qui ont déployé un tel savoir-faire et une telle ingéniosité. Et on n'en rend pas du tout compte, donc c'est aussi une manière de célébrer cette culture-là aussi. Alors, moi j'avais un truc à rajouter qui était mon deuxième point. Qui était que pour moi il y a un tournant du XXe siècle que l'histoire de l'art j'ai essayé, que l'histoire de l'art ne prend pas assez au sérieux. C'est ce moment où il y a un tiers, on pourrait dire, qui s'immisce dans la représentation. Alors je vais essayer de m'expliquer. Tout le XXe siècle moderne, c'est machin peint un tableau, truc fait une sculpture. Donc c'est cette relation transitive. Il y a eu toute une série d'articles dans les journaux américains, c'était Jackson Pollock paints a painting, William de Kooning paints a painting, machin peint une peinture, Louise Develson sculpte une sculpture, Louise Bourgeois sculpte une sculpture. Ok. Et puis il y a un moment où tout d'un coup il y a une troisième chose qui arrive, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dire ça parce que chacune des œuvres sont dédiées. Par exemple, il y a un artiste qui s'appelle Dan Flavin qui utilise donc des néons, enfin des tubes, pour faire ses sculptures. Vous avez peut-être déjà vu dans des musées d'art contemporain. Et il les dédie tout à clean, à machin, à truc. Et puis, tout d'un coup, dans les années 80, il y a plein d'artistes qui vont dédier leurs œuvres à des gens. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'œuvre? Est-ce que l'œuvre, c'est le portrait de ces gens? Est-ce que ces gens ont incité la fabrication? En tout cas, il y a tout d'un coup un personnage qui va rentrer dans l'œuvre, comme Beverly Buchanan. Il y a la personne qui a construit la maison, la propriétaire de la maison elle-même qui devient... Voilà. Et donc, avec ce personnage, il y a un bruit qui arrive dans l'histoire de l'art moderniste, et ce bruit, c'est le bruit de l'anecdote, c'est le bruit de l'histoire, c'est le bruit du personnage, c'est le bruit de la personne, c'est le bruit de la relation, c'est le bruit de l'émotion, c'est le bruit de l'affect, c'est le bruit de la perte, c'est le bruit du fantôme, c'est le bruit de la mort, c'est le bruit de la vie, qui rentre dans l'art et dans l'histoire de l'art. Et je ne comprends pas, j'en ai fait un chapitre de mon livre, mais ça suffit manifestement pas, parce que personne ne comprend. Pour moi, c'est ça qui est important dans l'art de la fin du XXe siècle, c'est que tout d'un coup, on va redécouvrir l'anecdote, l'histoire, etc., c'est-à-dire la fin de ce tête-à-tête de la forme, la chose dans sa forme même, et l'artiste qui l'a faite, dont on ne sort pas. Et à partir du moment où on considère que peut-être la question de l'autre, la littérature, par exemple, dans les années 70, se dit, entre la mort de l'auteur va se payer de la naissance du lecteur, dit Barthes. Tout d'un coup, il va y avoir le bruit du lecteur qui va rentrer dans l'œuvre, de la lectrice qui va rentrer dans l'œuvre. Et moi, je pense que c'est ça que fait Beverly Buchanan aussi. C'est marrant, parce que c'est la même date, c'est des années 70-80, où finalement, tout d'un coup, il y a cette espèce de rupture avec cette pensée, je fais une œuvre. Et l'œuvre a un rapport avec moi, et puis après, elle a un rapport complètement frontal avec les autres. Et Beverly Buchanan, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, elle fait des cabanes, je veux dire. Elle oblige finalement à faire le tour.
elle oblige à penser. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui s'immisce, c'est effectivement des gens, des choses et des histoires qui s'immiscent dans le rapport qu'on a avec ces œuvres. Voilà. Et ça me paraît vachement important aussi. En tout cas, ça permet d'avoir une sorte de guide de lecture, voilà, par rapport à ce qu'on voit dans l'exposition. Je ne suis pas d'accord. Et en fait, elle vient, et elle le dit elle-même, de l'expressionnisme abstrait. Oui. Les premières choses qu'elle fait, c'est la peinture dans la pure lumière, Ben le voilà. prologue et tout ça. Et c'est ce passage, en fait, de la surface noire au mur. Et c'est ça, c'est qui fait le déclic. Elle se dit, il y a quelque chose derrière. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment la tension qui est la plus importante à se ressentir et difficile à transmettre chez Beverly, c'est la tension entre l'intérieur et l'extérieur. Ah, voilà. Complètement. C'est vraiment voilà. comment je passe de la surface à ce qu'il y a derrière, comment je passe de l'intérieur à l'extérieur. Et le chaque inside out, ça m'a mis 2 mois pour comprendre qu'en fait, elle avait juste mis l'intérieur dehors. Voilà. Voilà, tout ça, c'est aussi simple que ça en fait. C'est ce geste où elle renverse parfois. En fait. Voilà. Et donc, elle introduit, en essayant de penser cette relation, elle introduit une sorte de tiers, de bruit tiers, c'est-à-dire l'imagination. Mais c'est intéressant ce rapport intérieur-extérieur parce que dans les projets que j'ai étudiés, il y a beaucoup, il y a énormément de choses à dire, mais en tout cas il y a beaucoup de maisons par exemple où les lesbiennes ne pouvaient pas être à l'extérieur librement. Du coup, elles recréaient des extérieurs à l'intérieur. Donc par exemple, il y a beaucoup de maisons où il y a des décors entiers d'extérieur qui sont peints à l'intérieur. Oui. Par exemple par exemple, à la Ronde, la maison de Jane et Mary Parminter. Là, il y a vraiment, donc, par exemple, tous les parterres de coquillages qu'elles ont trouvés dans leur promenade qui sont sur les murs, des plumes d'oiseaux, des décors de paysages. Il y a la maison de ce couple de Norvégiennes qui avait un studio photo, dont là j'ai oublié le nom, mais qui ont, elles, fait toutes leurs maisons et studios photos sont recouverts de paysages de l'extérieur qui sont dessinés à l'intérieur, qui sont peints à l'intérieur, pour pouvoir... Et donc en fait, devant ces paysages, elles se prenaient, elles et leurs amis, en se travestissant. C'était vraiment les seuls endroits où elles pouvaient se retrouver et être elles-mêmes. Oui, être voilà. comme on veut. Être comme on veut. Il y a aussi cette maison super intéressante de Amasa Lee Meredith, qui est cette architecte lesbienne noire qui a peint d'ailleurs sur le campus de le Virginia State University, cette maison. Alors là, il n'y a pas un décor d'extérieur, mais l'extérieur est tout blanc et l'intérieur est très très coloré, explose de couleurs, parce que c'est aussi une manière de pouvoir s'exprimer. Enfin voilà, ce rapport intérieur-extérieur, et puis le fait et les cabanes où on vit dehors, où là, clairement, on a la cabane qui est le strict minimum, mais les lits sont dehors, la cuisine est dehors, les toilettes sont dehors, et du coup, la vie est à l'extérieur, et l'intérieur, c'est là pour eux. Mais en fait, elles dorment la plupart du temps dehors sur des matelas qu'elles déposent sur des palettes, par exemple. Donc ça, c'est posé la question aussi de cette précarité, cette fragilité sociale qui se reflète aussi mais dans cette porosité entre l'intérieur et l'extérieur, parce qu'on est protégé, mais pas complètement. Oui, et en plus, il y a tout, elle cultive beaucoup le trou. Enfin, il y a des fissures partout il y a des trous partout dans ces cabanes. Et on voit bien que c'est pas là par hasard, quoi. Sinon, en les dessinant, en les fabriquant, elle peut les boucher. Mais non, ils sont là aussi parce qu'il y a cette pression sociale, c'est évident. Mais aussi, je pense, ce souci de préserver l'intériorité, quoi. De ne pas produire ce geste qui est justement celui du voyeurisme et du racisme, et du sexisme, etc., qui est toujours vouloir capturer l'intériorité des gens, jusqu'à l'intérieur. Ça, c'est un motif qui est récurrent aussi. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de résonance. Je voudrais rebondir là-dessus parce que, comme je connais un petit peu les histoires de terre lesbienne, je pense à toutes ces photos qui ont été faites, publiées ou pas, mais elles montrent toujours des femmes, des corps de femmes dans une activité quelconque, que ce soit en train de construire la maison, la réparer, de s'envoyer en l'air ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose, il y a des corps qui sont là. Or, dans le travail de Buchanan, les corps ils sont vraiment très très rares. Tu disais tout à l'heure que les maisons étaient. Tu avais une relation à ces maisons, notamment quand on regardait le film, parce qu'elles sont traitées comme des corps, et c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais le corps lui-même,
celui de la personne qui pourrait habiter ces cabines là ou ces chattes, ces cabanes, et il est quand même très 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 peu présent. Et ça me fait réfléchir en fait à d'autres situations de ruines ou de traces, et je pensais notamment à toute cette vague de photographie qui a été faite au moment où on a découvert que Detroit était une ville ruinée. Et il y a eu je ne sais combien de photographes qui sont allés là-bas faire la bonne photo, la bonne prise de vue, montrer toute cette grandeur américaine qui tout à coup ne ressemblait plus à rien, et était dans un état d'apoplexie physique et matérielle et sociale. Ça me fait penser aussi je me dis que si ça se trouve, je ne l'ai pas connu évidemment, j'ai quand même dommage, mais je trouve que dans son travail, il y a aussi une critique sociale, une critique architecturale, et notamment sur, je pense qu'elle a pu voir ça, tout ce qui était par exemple les maisons préfabriquées des années 50 et 60, toute cette vague des Mark Mansions qui ressemblent à ces maisons à colonnes qu'on voit dans le film Smithsonian. Et je trouve que c'est pas vraiment dit dans les quelques articles que j'ai pu lire, mais j'ai l'impression qu'elle a aussi un œil qui contient ça, qui contient le corps dans l'espace, qui contient le corps toujours opprimé dans des systèmes urbains trop développés ou trop vite développés et mal développés, comme toutes ces banlieues qu'elle a rencontrées, qu'elle a vues. En Georgia, il y en a quand même, je veux dire, ce qu'on appelle le sprawl, ça existe aussi dans cet état-là. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment que je trouve subtilement amené dans ses dessins, dans la façon dont elle construit aussi des petites sculptures, comme on voit là, le plateau, il est magnifique. Le plateau de sculpture, ça me fait penser aussi. Des frustules. Ouais. Mais en même temps, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je crois qu'elle contredit complètement cette poétique des ruines, justement, des photographes c'est-à-dire elle pense la ruine pas du tout comme on peut penser, comme l'Occident chrétien. Blancs, en fait, nous, on est allé s'épancher, enfin je veux dire, le culte des ruines, il existe depuis Rome. Hein. Donc c'est cette idée que la ruine est vecteur de pensée, d'imagination, c'est pas du tout son truc. La ruine, c'est aussi la question de l'anéantissement. Je veux dire, ce que tu dis là, c'est elle rend aussi conscient de l'anéantissement des corps noirs. Et de la façon dont ils ont été, dont la survie et la précarité des corps noirs est toujours liée à cet asservissement de la dette. Quoi. Je peux encore vous donner une citation de Celia Hartman. Et on n'oublie pas que la dette c'était aussi Haïti et qu'on leur envoie énormément d'argent. Le fouet de l'esclavage a été remplacé par la liberté alourdie, constituée par les entraves du libéralisme, une conscience coupable, des notions de responsabilité calquées sur l'obligation contractuelle, une réciprocité calculée et surtout l'endettement, puisque la dette a joué un rôle central dans la création de l'individu servile, blâmable et coupable, ainsi que dans la reproduction et la transformation de la servitude involontaire. Donc, bon, elle y va là. Mais la question de la ruine, elle est vraiment centrale. Elle pense même toutes ces œuvres comme des ruines. Juste les détails, quand on a installé les pièces qui étaient. Adèle est là quand on est, mais ça a été sportif. Hein. On peut le dire, il y a des choses. On s'est demandé par quelle bout les prendre pour pas qu'elles s'effondrent. Et donc on a toujours l'impression de préserver une mémoire qui est sur le bord de l'effondrement. Et littéralement, les chaussures s'effritent. C'est vraiment ça, il y a toujours des petits qui se détachent. Et ça, est-ce que c'est pas une façon absolument aiguë là, et discrète à la fois de parler justement des corps? Ou de l'infrastructure sociale? Oui, c'est ça, des corps. Les corps, ils sont sociaux, ils sont pas... Ouais, mais c'est tout ce mortier comme ça qui est censé tenir et puis qui s'effrite. Et pour moi, c'est aussi un rapport à la matière qui est le même rapport qu'à la mémoire. En fait. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, le fait qu'aujourd'hui on manipule ces sculptures en ruine, c'est un peu et qu'on les conserve et qu'on les préserve, c'est un peu ce qu'elle a cherché à faire aussi. Et c'est un peu, moi ça me fait penser aussi au livre Little Houses on Women's Land, parce qu'en fait c'est des maisons qui tombent en ruine, qui sont si fragiles, que si on n'écrit pas leur histoire aujourd'hui, elles vont s'éteindre et on ne pourra jamais raconter cette histoire-là. Et c'est un peu cette histoire des corps noirs que Beverly tente de raconter à travers ses dans leur spécificité, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de décors noirs, c'est celui-là et celui-là et celui-là, et ils ont un nom. Parce qu'en effet, à cette époque-là, les maisons qui étaient construites aux États-Unis, c'était les Colonial Style House, c'était les Shirt Waist House, c'était vraiment ces maisons
aussi, en général en bois, mais quand même grandes maisons, et d'ailleurs on les voit dans le film. Et en fait, les maisons en bois, ça représentait, aux États-Unis, c'était les log cabins que les pèlerins ont construits pour coloniser les États-Unis. Donc ils construisaient ces log cabins avec des rondins de bois et ils les détruisaient au fur et à mesure qu'ils gagnaient du terrain. Donc en tout cas, il y a aussi je sais pas s'il y a un lien ou quoi, mais en tout cas, dans l'imaginaire états-unien, c'est cette architecture éphémère en bois, c'est ce qu'on construit et qu'on détruit pour coloniser les États-Unis. Donc c'est vrai que... Est-ce qu'il y a une autre question, intervention ou autre? Oui, peut-être après, tout à fait. Peut-être alors qu'on va s'arrêter là. Oui, bon, ça fait, ça va. Oui, c'est bon. Les 4h30, Exactement. Mais C'est on peut continuer à discuter. Oui. moi, Allez-y. Vas-y, Fanny. Pour moi, la question de la temporalité dans l'architecture, ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi la manière dont on va reprendre des morceaux de certains contextes ou certains moments pour les réintégrer dans l'architecture. Et d'où viennent ces matériaux et de quelles époques et comment ils rentrent dedans. Ça peut être aussi bien pour des monuments que pour des maisons dans lesquelles on va habiter. Mais si on pense au Marsh Winds, par exemple, Beverly, elle intégrait toujours dans le béton des éléments qu'elle avait trouvés sur place. Donc c'est ça, c'est notre habit, c'est quelque chose qui est complètement irrégulier et qui ne marche pas. Et donc ce conglomérat de matière, en fait, il est le reflet complètement de l'endroit, parce qu'il est poussé de manière organique. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que l'architecture est presque pensée comme quelque chose qui pousserait d'un endroit, et qui ne serait pas juste, on a ramené des matériaux qui viennent d'un autre contexte pour repenser le rapport à l'endroit en fait, où on est. Et je ne sais pas si c'est aussi une réflexion qui est portée dans les cas architecturaux que tu as étudiés, ou comment ça se matérialise. Est-ce que vous avez des exemples particuliers Oui, alors moi c'est une question qui m'intéresse, et aujourd'hui dans le monde de la théorie et de l'histoire de l'architecture, on est beaucoup en train de se poser la question de où viennent les matériaux. C'est-à-dire que en fait là, le béton ou la pierre qui a servi à construire l'espace dans lequel on se trouve vient d'une carrière, mais cette carrière, elle a peut-être été exploitée à un moment par telle ou telle personne, et avant cette carrière, il y avait peut-être une mer, je délire, à cet endroit-là, et donc du coup, il y a des organismes qui sont venus s'incruster, et donc du coup, on retrace des géo-histoires de l'architecture. Moi, j'ai mon meilleur ami qui vient de faire sa thèse, Galad, qui vient de faire sa thèse là-dessus, sur... Il a fait une géo-histoire d'une grotte en Italie, et il a beaucoup travaillé sur le spugna, que l'on retrouve d'ailleurs. Donc c'est une matière qui pardon ? Oui, c'est une sorte de matière éponge, mais de conglomérat, de pierres, érodées par je sais pas quoi, et avec des organismes marins qui sont dedans. Et d'ailleurs, je l'ai retrouvé cette matière dans la Villa Gamberaia, donc à côté de Florence. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Et donc, du coup, il y a cette réflexion sur la matière organique, pas mal sur la matière organique, ou en tout cas sur des matières qui comporteraient des résidus de vivants autres. Par exemple, il y a une théoricienne qui s'appelle Kate Thomas, que j'ai beaucoup lu, qui dit que dans la Villa Gamberaia, les lesbiennes ont utilisé le spugna parce qu'en fait, elles intègrent dans leur architecture le vivant. Et donc, c'était une manière de regarder aussi la matière de cette manière-là. Et Galad, par exemple, dans son travail sur la Grotta Grande à Florence, donc dans les jardins de Boboli, lui, il a vraiment fait toute une histoire aussi de la colonisation, de l'esclavagisme, parce qu'en fait, il s'est rendu compte que les personnes qui avaient récupéré cette pierre avaient été esclaves. Et donc, du coup, il retrace une histoire architecturale à travers l'histoire du matériau, mais en remontant dans l'histoire de l'extraction de la matière, etc. Voilà. Ça n'a absolument... c'est un petit peu... J'extrapole un petit peu, mais par rapport à ce que tu dis du bâtiment qui sort de là où il a été fabriqué, moi, j'ai ressenti ça à de nombreuses reprises, qu'il y avait une vraie
histoire de l'architecture par exemple par rapport aux matériaux ramassés sur place, donc dans les terres lesbiennes, on vient ramasser le bois, on construit une cabane à cet endroit-là, ou bien les coquillages qui ont été trouvés, qui forment les parements d'une pièce, parce qu'en fait c'est leur alibi de promenade. Donc c'était donc deux femmes qui ne pouvaient pas se voir, elles vont se balader sur une plage, elles glanent tous ces coquillages, et ces coquillages deviennent l'essence de leur projet. Voilà, donc bon, je ne sais pas exactement si c'est de ça dont tu voulais parler, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Oui, pardon. Ce qui est marrant aussi, c'est que quand on regarde dans l'exposition, les cartels le montrent bien. Les choses, c'est très souvent non daté, chez Beverly Buchanan. Donc il y a un espace non daté, beaucoup. Et ça, c'est pas inintéressant quand même de voir ça. S'il n'y a pas de date, peut-être parce qu'il y a plein de dates à mettre. Ouais. Peut-être que si elle ne met pas de date à ses fanzines ou ses cabanes, c'est peut-être que parce que ça charrie beaucoup de dates. Trop de dates, on en mette une précise. Je ne sais pas. Ce serait... visuellement, il y a plusieurs couches. Voilà. Ça peut aussi... voilà. C'est pas seulement peut-être que c'est pas seulement le moment de fabrication, mais aussi toutes les notes qui ont été prises, tous les fanzines qui ont été faits, toutes les photos qui ont été faites. C'est marrant aussi que ces photos, ça j'avais pas du tout compris, et puis je m'en suis aperçue quand même en regardant un peu, qu'en fait elle fait des photos des cabanes, et elle fait des photos de ses cabanes. Et donc, ça fait partie de son corpus photographique. Donc, il y a les cabanes qu'elle photographie, puis il y a ses cabanes qu'elle photographie. Et donc, cette histoire du sans date, à mon avis, ça recoupe aussi la temporalité des photographies, quoi. C'est très intéressant. Et elle documente tout. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que toutes ces frustrées-là, elle les a photographiées, mais en plus, il y a différents endroits de l'atelier, sous différentes lumières. Il y a une conscience comme ça que l'image de l'œuvre est presque aussi importante que l'œuvre. Voilà. Et elle fait des portraits de ses œuvres, en fait. Il y a un truc complètement, oui, des livres portraits, quoi, comme des monographies. Ouais. Et il y a juste un petit truc qui, moi, me titille, c'est aussi depuis le début, c'est cette question de, on va appeler ça la redécouverte, par manque d'un meilleur mot, d'artistes comme ça qui se sont cachés dans les replis de l'histoire, ou qu'on a fait glisser dans les replis de l'histoire, et puis qui tout à coup réémergent. Ça c'est peut-être mon sentiment moi, mais c'est peut-être à cause de ma génération ou autre. Je me dis, quand même en ce moment j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de retrouver des histoires qui font plus partie du passé et de les faire rééclore parce qu'elles résonnent différemment, mais je ne sais pas comment vous voyez les choses, ou bien je ne sais pas si c'est une question de génération, si c'est une question d'être à un endroit spécifique avec une certaine comment dire, un terrain de jeu, on va dire, qui sont donnés, ou bien si c'est quelque chose de plus vaste. En tout cas, c'est une conversation que j'ai eue avec d'autres directrices d'institutions. On se disait que finalement, tout ce qui était intergénérationnel, en tout cas de mettre en relation différentes générations, c'était quelque chose qu'on ressentait le besoin de faire. On s'est un peu interrogé là-dessus aussi, sur d'où venait ce besoin et à quoi il répondait. Et voilà, et on a plusieurs réponses comme ça dans la tête. Ce que j'ai pas raconté sur Claude Carin, c'est pour prendre l'exemple d'une photographe qui a été redécouverte. Alors on s'est aperçu qu'elles étaient deux. On a inventé, on l'a posée comme personnage lesbienne. Après on l'a posée comme personnage neutre. Après on l'a posée comme personnage non binaire. Après on l'a posée comme personnage trans. Après on l'a posée comme personnage combattant le validisme, etc. Donc si tu veux, chacun arrive avec sa lecture et on trouve les artistes sont finalement tout armé, c'est ce que j'avais dit moi dans mon texte sur Claude Carin. Je dis que Claude Carin arrive tout armé pour le livre de Judith Butler, Gender Trouble. Mais les artistes arrivent tout armés pour ta génération, c'est-à-dire pour un regard plus queer, plus intéressé par les personnes racisées, plus intéressé, disons, par un monde non hétéro-normé, etc., etc. Donc je veux dire, en ce moment. Mais chaque fois, il y a ce par quoi on est informé, ce qui nous fait vivre, ce qui nous situe dans notre espace, qui nous fait redécouvrir des artistes. C'est évident. Et puis aussi, je pense que quand on est chercheur, chercheuse, on regarde un objet d'étude par un prisme particulier. Et du coup, si on veut découvrir quelque chose, moi par exemple, ça m'est arrivé avec Eileen Gray, pas que j'ai découvert quoi que ce soit, mais en tout cas en fouillant dans ses archives, d'ailleurs grâce à toi Elisabeth,
vous m'avez envoyé un mail en disant il y a des nouvelles boîtes d'archives qui ont été déposées à la bibliothèque Kandinsky, vas-y vite. Et d'ailleurs, j'ai bien fait d'y aller parce que Beaubourg déménageait une semaine plus tard et j'aurais pas pu avoir accès à ces boîtes. Et donc, en regardant ces boîtes d'archives, j'ai découvert des choses qui n'avaient peut-être pas été découvertes avant, j'en sais rien, mais par exemple, notamment, un petit des images de femmes en train de plus ou moins s'embrasser, enfin des peintures en train de s'embrasser, des portraits de plusieurs femmes qui ont probablement été les amantes d'Eileen Gray, et notamment une photo d'un projet qu'elle a fait qui s'appelait le Holiday Center, donc un centre de vacances. Sauf que je venais d'avoir toute une réflexion sur le fait que Eileen Gray avait choisi sa solitude parce que, en retraçant son histoire, je m'étais rendu compte qu'elle avait essuyé plusieurs déceptions amoureuses avec des femmes. Et en retournant une de ses photos, je vois écrit « Maison des célibataires ». Et là, je me dis « Ah waouh, en fait, elle a théorisé et elle a amené à l'échelle collective son mode de vie, qui était un mode de vie du coup solitaire, et donc elle a mis en valeur le célibat comme une manière aussi de faire du logement collectif. Et ça m'a beaucoup intéressée, et je pense que moi j'étais en train de regarder ces boîtes-là avec ce regard-là à ce moment-là, mais que si quelqu'un d'autre l'avait regardé et avait vu Maison des célibataires, il serait passé, et peut-être qu'il n'aurait pas choisi de l'exprimer ou de le dire ainsi. Donc je pense qu'on redécouvre aussi par nos visières à nous et notre regard, j'imagine. Bah oui, et puis ce qui est peut-être intéressant, c'est aussi de voir comment aujourd'hui c'est l'institution qui redécouvre, plus que des... Parce que je pense que des découvertes, ça n'arrête jamais, si tu veux, mais bon, parfois c'est des personnes lambda, anonymes, qui ne participent pas à la vie des institutions artistiques. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la vie des institutions artistiques qui est un tout petit peu bouleversée, ça dépend, c'est le moins qu'on puisse dire, par ce genre de redécouverte. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vers l'extérieur, on voit que les publics s'en emparent, sont tellement se poser ces questions-là et rentrent dedans de manière assez spontanée. Mais quand même, je trouve qu'il y a aussi des choses de génération. Je sais que quand on a eu l'exposition Clément Rocchetti, on a eu énormément de femmes d'un certain âge qui se sont senties résonner assez fortement avec l'exposition. Et donc, on voit aussi que selon les expositions, évidemment, les publics se mobilisent différemment. Si je peux me permettre par rapport à la discussion là, sur cette question de regard aussi sur l'histoire, il y a peut-être aussi, alors on dirait ce que vous en pensez de cette idée, mais quand on nous a appris à faire de l'histoire, à regarder le passé, on nous a aussi appris à ne pas voir certaines choses. Donc à partir du moment où on porte un récit historique, si on n'est pas, si on ne correspond pas, justement, si on voit autre chose, on a envie de voir autre chose, on va devoir créer de nouveaux critères pour faire rentrer ces histoires plus larges dans notre histoire et pour faire évoluer les critères de l'histoire, en fait, pour que ces critères-là deviennent plus inclusifs. Donc je pense que si on nous a appris à ne pas voir certaines choses, j'étais il y a quelques temps du coup à Poitiers lors des rencontres à la musée auxquelles je contribuais. Il y avait des intervenantes qui nous présentaient des artistes femmes du 19e siècle. Des fois, on regardait ça et on se disait, mais en fait, je ne me rappelle plus, là, je pense à une artiste en particulier, mais dont j'ai oublié le nom, elle est encore très peu connue, on est en train de la redécouvrir justement. La description, elle ne s'est jamais mariée, elle était très proche de Rosa Bonheur. Le mot lesbienne n'est jamais sorti, mais enfin, Donc on apprend aussi du coup à regarder les choses différemment. Mais jusqu'à récemment, quand on allait visiter le château de By, Rosa Bonheur n'a jamais été lesbienne et elle n'a jamais... et la personne avait... Et pendant la recherche, le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah non, mais elles n'ont jamais été ensemble, elles étaient juste amies. » Voilà. Il y a une checklist très hétéronormée à remplir, en fait, qui marche pas très bien, quoi. Allez voir l'exposition de Louise Nevelson. Elle a vécu 60 ans avec la même personne. Botus et mouche cousue. Il n'y a pas de preuve. Voilà. Catherine a demandé, on lui a dit qu'il n'y avait pas de preuve. Il n'y a pas de preuve écrite, donc on ne peut pas le dire. Voilà. Donc, c'est pas très loin. Mais c'est vrai.
C'était une conversation qu'on a eue, un petit dernier point, mais c'est intéressant parce que c'est une conversation qu'on a eue de manière informelle. Oui. Vous avez, comme il n'y a aucun statement, finalement, on s'est demandé, nous, si ça se thématisait dans l'exposition aussi ou pas. Et on s'est dit, on va en parler autour de l'exposition, mais pas directement dans l'exposition. Et tu m'as dit quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Tu m'as dit, mais à cette époque-là, le coming out, ça ne se faisait pas, ça n'existait pas. C'était pas. Ouais, non, c'est très récent quand même le coming out. Et par ailleurs, il y a différentes façons. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai lu, alors c'est intéressant parce que tout ce qu'on vient de raconter aujourd'hui, comme tu le dis, c'est lié aussi à un fait, c'est qu'elle n'a jamais. Enfin, elle a parlé du fait d'être noire et de s'intéresser à l'histoire des Noirs. Enfin, elle en a parlé très, très, très beaucoup et de façon très, très documentée. Hein, la surveillance de l'esclavage, l'histoire des Noirs dans le sud des États-Unis, que ça l'intéressait, des événements particuliers de l'histoire des Noirs, mais elle n'a jamais dit elle n'a jamais, dans tous les écrits sur Beverly Buchanan, dit le lesbianisme n'est pas un sujet dans son travail. Et ben voilà, j'ai l'impression que là, on l'a un peu restitué. Mais en tout cas, dans l'introduction moi, ça a été un sujet qui m'a beaucoup préoccupée parce que je parle de personnes qui ont vécu au XVIIIe ou au XIXe siècle, qui se sont jamais dites lesbiennes, qui cachaient aussi ces relations. Et du coup, la question a été est-ce que je peux appeler ce livre Architecture lesbienne, sachant que je ne parlais pas de personnes qui, à cette époque-là, s'étaient identifiées comme ça. Et du coup, j'ai décidé de l'utiliser comme un mot rétrospectivement, rétroactivement, mais dans toute mon introduction a été aussi une manière de poser ce terme j'en ai aussi parlé pas mal avec Elisabeth. Il ne s'agit pas de outer rétroactivement certaines personnes, mais plutôt de dire, en fait, elles ont eu ce mode de vie-là, de simplement décrire ce qui s'est passé avec ce qu'on peut en dire, mais du coup, aujourd'hui, peut-être replacer ça dans un contexte contemporain, et donc du coup, se permettre de créer des filiations. Voilà. Mais c'est aussi un travail que j'ai fait parce que c'était important pour moi d'être claire par rapport à ça et de pas, je sais pas, dire de quelqu'un quelque chose qu'elle n'a jamais dit de son vivant, par exemple. En plus, ça a été tout à fait théorisé. Il y a, comment elle s'appelle, qui a écrit le continuum lesbien. Adrienne Rich. Voilà, Adrienne Rich, qui parle du continuum lesbien et qui parle d'une perspective. C'est une façon de voir le monde, c'est une façon de se situer en dehors d'un certain type de rapport hétéronormé. Et dit Adrienne Rich qu'elles aient des pratiques sexuelles, peu importe les pratiques sexuelles, c'est pas du tout le problème. Donc c'est aussi, ça correspond aussi à une façon de penser théoriquement, d'essayer de donner une perspective et un point de vue aux choses. Absolument. C'est un mot qui est utile. Mais c'est super utile et c'était important de le dire parce qu'en effet, ça permet aussi de parler de ça. Oui, c'est la même chose pour Beverly Buchanan. Mais pour elle, on sait qu'elle a vécu avec une femme pendant très longtemps. Mais c'est toujours cette question, est-ce qu'on dévoile cette partie-là et dans quelle mesure est-ce que ça a du sens ou pas et en fait, les pronoms, ça a été de manière générale, dans quel endroit on met l'identité de Beverly Buchanan dans l'exposition. C'est une question générale, beaucoup plus vaste. Beaucoup. Ce projet. Beaucoup. Ouais. Mais... Pardon, je vais interrompre la conversation parce que je vois qu'on arrive au... Je veux pas que si des personnes qui veulent partir, qu'elles puissent se sentir, parce que je vois des gens qui commencent à partir, mais par contre, on peut continuer cette conversation. Merci beaucoup. Merci.